Mon invité cette semaine, Stéphane Quintal. J'aurais le goût de dire vieille branche. Nous, on était comme... on a comme une relation cachée. Ben, pas ce que les gens pensent, mais une amitié cachée pendant des années. Puis j'étais sur le billet du Canadien. Puis, tu sais, même si tu me disais rien, ben, on évitait de montrer notre amitié pour pas que tes coéquipiers pensent que tu m'aurais peut-être dit quelque chose. Ouais, puis je pense que tu étais peut-être plus. Controversé? Pas controversé, mais le fait que tu faisais attention à notre amitié, tu sais, je pense que tu n'étais pas plus dur avec moi, mais tu gardais je pense une petite méfiance des deux côtés, là. Ouais, ben, c'est sûr que je t'ai jamais mis dans les favoris au Trophée Norris non plus. Une chance. Mais ce que j'ai toujours trouvé intéressant, tu sais, là, je vais faire peser mes mots pour les hockeyeurs et les anciens, mais tu étais de ceux parmi les hockeyeurs qui étaient intéressés par autre chose. Mhm. Tu sais, et même le théâtre, les milieux culturels, les trucs. D'où c'est venu ça? Parce que tu n'étais pas nécessairement prédestiné à. Tu sais, tu étais prédestiné à une carrière de hockeyeur. Mais cette curiosité-là, elle vient de où? Je sais pas, parce que si j'essaie d'analyser là, le parcours de mes parents, là, ils n'ont jamais voyagé. Le seul voyage qu'ils ont fait, c'est quand ils sont venus me voir à Boston. Euh, Ils sont venus me voir jouer à Chicago. C'est pas mal les voyages qu'ils ont fait. Mais j'ai toujours aimé voyager, puis j'ai toujours été très, très curieux à poser beaucoup de questions. Et même des fois, ça devient un peu fatigant. Mais non, j'ai toujours été. Puis, Qu'est-ce tu qui sais, vient fatigant? tu parles de ça, tu sais, je me rappellerai tout le temps, on a Clément Jodoin qui était l'assistant entraîneur avec les Canadiens. On entendait super bien avec Clément, puis un moment donné, on a dit, on était à Washington, puis on a dit, hey, ce serait le fun qu'on aille visiter la Maison-Blanche. Si on essayait, on est allé au théâtre ensemble à New York aussi. Puis finalement, le mot s'est passé, puis Alain Vigneault avait organisé, toute l'équipe est allée. Puis on allait voir des spectacles la soirée avant les matchs quand on jouait contre les Rangers sur Broadway. Non, j'ai toujours essayé de profiter de la ville où j'étais, puis essayer de voir plus que le hockey. Je pense que j'ai été le seul joueur à Montréal où il y avait un abonnement au TNM, là. J'aimais ça aller là le vendredi soir parce que c'est un monde qui est vraiment à part, le monde des arts. Puis, pour moi, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien d'avoir d'autres sortes de gens, puis des gens qui ne parlaient pas tout le temps de hockey aussi, là. Non, c'est ça, je trouve que ça m'aidait dans ma carrière. Ah oui, c'est intéressant ce que tu viens de dire là. Que ça t'aidait dans ta carrière parce que tu avais besoin de te libérer l'esprit? Oui, absolument. Oui, oui. Puis, je pense que c'est pour ça que là, cet été, ça va faire. On fait une petite fête, tous mes amis d'enfance, là. Ça va faire plus que 50 ans qu'on se connaît. J'ai toujours encore mes amis. Et j'ai commencé à jouer avec eux, là, novice, puis à tombe, De puis de Boucherville. Boucherville. Ouais, j'ai encore mes amis, puis on va faire un gros party avec nos enfants cet été. Puis le fait d'avoir gardé cette amitié-là, ça m'a permis de rester, je sais pas le mot groundé, là, je sais pas comment on peut dire en français, mais Terre à terre. terre à terre avec. Tu sais, j'ai pas vraiment, même après ma carrière, j'ai pas vraiment gardé beaucoup d'amitié avec des joueurs de hockey, Ah non? mais parce que justement, j'avais ça. Tu sais, mes amis Ouais. d'enfance, ils étaient là, tu sais, ils étaient là au début, ils ont été là pendant ma carrière, puis ils sont là après ma carrière. Donc, euh, je sais pas, j'ai toujours été bien entouré, privilégié d'avoir des amis comme ça, là. OK. Parlant de tes parents, puis ça m'avait marqué. Tu as toujours dit, puis j'avais fait un livre sur le hockey mineur. Ça, les gens ne savent peut-être pas. On a coaché ensemble. Ouais, Écoute, nos on a vu enfants ont nos commencé garçons. pré-novice. Ouais. On a coaché ensemble dans le novice. Tu as été un bon adjoint. C'était tout le temps gênant de dire ah oui, Stéphane Quintal est mon adjoint. Non, mais c'était du novice. Tu faisais un meilleur travail que C'était moi. du J'étais bon novice. pour coacher les défenseurs. Puis tu avais signé la préface du livre sur le hockey mineur. Puis c'est intéressant parce que tu racontais que tu n'avais jamais ressenti la moindre pression Mm. de tes parents
Comment tu as été amené au hockey d'abord? Puis c'était quoi justement le rôle de tes parents? Ben moi, j'ai été l'accident de la famille. Là. J'ai mon frère plus vieux, on a comme quasiment 18 ans de différence. Là. Puis mes deux frères ont joué au hockey à un certain niveau, là, junior. Puis, J'aime pas ça, ce mot-là, accident. non prévu, disons. OK. Mais peut-être que c'est ce que tu as entendu aussi, là. Ouais, mais, mais c'est ça. Fait que mes deux frères jouaient, ma soeur jouait à la ringuette. On restait à côté de l'aréna à Boucherville. J'ai toujours été passionné de hockey. Là. Parce que les plus Puis grands, les plus ouais, grands que tu mes regardais jouer. parents ont jamais, sont jamais impliqués, jamais, ils m'ont toujours encouragé, ils m'ont jamais dit quoi faire, mais ils étaient tout le temps là pour me supporter. Toujours, Tout le temps, OK. tout le temps. Même quand je jouais à Granby junior majeur, ils venaient, tu sais, vu que j'étais le seul, le plus jeune de la famille, tu sais, ma soeur et mes deux frères étaient beaucoup plus vieux que moi. Donc, le week-end, ils venaient toujours me voir jouer. Ils ont pas manqué beaucoup de matchs, disons. Ah non, hein? Non. Tes parents faisaient quoi? Mon père travaillait, c'était un col bleu pour la ville de Boucherville. Et ma mère travaillait au casse-croûte 412 au Stade olympique, justement, Ah parce oui? parce que je pense beaucoup dernièrement à cause de Roger Brulotte. Oui. Parce qu'à chaque fois que Roger, il voyait ma mère, elle saluait. Puis après ça, à chaque fois que je le voyais, il demandait comment allait ma mère. Puis tout ça. Fait que ma mère est décédée au mois de mai l'année passée, à 94 ans. Mais c'est ça, je pense souvent à ça parce que j'ai travaillé avec elle dans le casse-croûte au Stade olympique à l'âge de 15-16 ans. Ah oui. Rappelle-nous le nom de ton père et de ta maman. Ma mère, c'était Thérèse, puis mon père, c'était Roland. Je vous rappelle qu'il y a toujours deux façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Puis comment c'était le casse-croûte au Stade olympique? Ouais, je faisais des hot dogs stimés, là. T'avais-tu fait-tu te sauver pour garder un peu le Ouais, baseball? un petit peu. Mais non, j'allais travailler là avec ma mère. C'était super. J'ai bien aimé ça. C'était bien le fun. Eh puis boy. pour mon père, qu'est-ce qui était... j'ai été privilégié parce qu'il était très malade. Puis finalement, j'ai été appelé pour aller au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior, maintenant maritime du Québec. Ouais. Puis c'était au mois de mai, puis il est décédé au mois de juin. Donc, il était là quand il a pu voir ça en 2018, quand j'ai été intronisé. Fait que ça m'a fait vraiment plaisir. Un mois avant son... Ouais. Puis est-ce qu'il était quand même Ouais, il était bien. dans un bon état? Ouais. Fait que ça me fait plaisir qu'il soit là parce qu'ils m'ont toujours supporté. Est-ce que tu savais qu'il allait partir bientôt ou... Ben, pas bientôt, mais on savait il commençait à être malade, puis après ça, il est rentré dans une maison, on dit Soins palliatifs. Soins palliatifs. Oui. Fait que non, mais c'est pour la soirée là, qui avait lieu au 10-30, là, c'était... il était bien ce soir-là. C'est-tu quelqu'un qui parlait beaucoup, ton Non, père? my God, non. Non? Non, du tout. Mon père parlait pas... Puis ce soir-là, y a-tu parlé un peu plus ou pas plus? Pas vraiment, non. J'ai commencé à voir qu'il... Ben, tu sais, je savais qu'il parlait pas beaucoup, puis pas beaucoup d'émotions, puis, tu sais, dire « je t'aime », c'est rare qu'il me dise ça, là. Mais c'est... quand j'ai eu mes enfants, Jésabelle puis Kenzo, mais tu le voyais, puis il était quasiment en terre, il jouait avec eux autres, mais moi, j'ai jamais fait ça avec moi. C'est souvent ça, hein? C'est souvent ça. Mais ça me faisait plaisir de le voir heureux comme ça, mais tu sais, je savais qu'il m'aimait, là. Il te l'a-tu déjà dit? Oui, il me l'a dit. Ouais, Ok. il me l'a dit. Ça a pris du temps, mais il me l'a dit. Ah oui? Genre, tu sais que je t'aime, là. Non, mais sérieux, là, on est quand même dans une rencontre, là. Ça t'a-tu manqué? Non, pas vraiment, non. Non, parce que je le savais, tu sais, son langage corporel me disait que oui, il m'aimait, tu sais, puis c'était... non, C'est une autre génération, ouais, hein? c'est une autre génération, ouais. Puis le hockey, quand est-ce que tu as commencé à penser que tu pourrais faire carrière? Ben, j'ai commencé tôt, mais je ne l'ai pas dit avant un certain temps parce que je voyais bien que je n'étais pas dans les meilleurs joueurs. Tu sais, il y a toujours dans le hockey mineur, des joueurs qui vont avoir 11, 12, 13 ans, puis sont capables de dire « Ah, ce joueur-là
Je sais que tu as reçu Vincent D'Anfous dernièrement, mais Vincent, c'était comme ça, parce que Vincent, je me souviens, moi, j'étais sur la Rive-Sud, lui, il était à Ville d'Anjou. Mais Vincent D'Anfous, dans le hockey mineur, on savait qu'il était pour aller junior majeur puis aller dans la Ligue nationale après. Mais moi, je n'étais pas du tout comme ça. Je me suis développé beaucoup sur le tard, mais je pense que un défenseur avec un gros physique, des fois, ça prend plus de temps à se développer. Puis je le savais, mais je ne voulais pas le dire parce que j'avais peur que les gens disent, ben voyons donc, Même quand je me suis fait repêcher, les gens disaient, il ne jouera pas dans la Ligue nationale, il n'est pas assez talentueux. Puis ça, mais Tu l'as pas dit à personne, finalement... mais tu as dû Oh, oui, mais pas que quelques proches, là. Oui. Je disais que j'aimerais ça, puis ça serait mon rêve, mais je disais pas que... Mais à quel moment tu t'es dit, hey, c'est peut-être possible? C'est quand j'étais à Granby, ma deuxième année. Ma première année a été un peu plus difficile. J'avais un entraîneur qui s'appelait Mario Bazinet, qui c'est un entraîneur des années 70-80 qui envoyait les gars se battre et tout ça. Fait que la première année, j'ai fait beaucoup de ça. Puis ma deuxième année, là, c'est l'année qu'avec Éric Desjardins, Pierre Turgeon, on avait une grosse équipe à Granby. Puis c'est là que je me rappellerai tout le temps le frère de Jean-François Naud, qui était le frère de Martine Sinclair. Puis son plus grand frère avait dit, hey, il dit, dans le Hockey News, t'es classé en première ronde. T'sais. Là, je m'en vais au dépanneur à Granby chercher le Hockey News. Puis, L'avais-tu? Puis il l'avait, puis mon nom était là. Puis c'est la première fois que je disais, oh my God, OK, j'ai peut-être une chance. T'as appris ça de même, par hasard. Ben, j'avais un agent, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, il y a peut-être des chances que j'étais classé comme en première ou en deuxième ronde. Là. Parce qu'il faut rappeler pour nos plus jeunes, c'est pas une époque où on t'envoie une ça. capture d'écran là, sur ton téléphone. Il n'y a pas d'Internet. Non, il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas de Central Scouting. Non. Il n'y a rien de ça. Là. Aïe, aïe, OK. Fait que là, tu t'es dit... Mais tu me parlais des bagarres aussi. Tu as eu à te battre beaucoup junior. Ouais. Tu as eu à te battre dans ta carrière. Puis pourtant, c'est tellement pas dans ton tempérament, je pense, non tout. plus. Non, c'est parce que quand je suis arrivé à Boston, ma première année, j'ai bien vu que le talent, tout le monde était à peu près le même talent. Je pensais que moi, ma deuxième année junior, j'ai fait les premières équipes d'étoiles, on était à la Coupe Mémorial. Choix de première ronde, j'arrive à Boston, mais je pense que je vais jouer en avantage numérique, puis je vais avoir beaucoup de points, puis tout ça. Puis là, je vois, oh my God, c'est un autre niveau. Là. Puis il faut que je me trouve un style de jeu. Comme dirait Alain Vigneault, il fallu que je me trouve une chaise. Puis la chaise que j'avais, c'était d'être un défenseur fiable, robuste, puis qui faisait la première passe. Puis c'est ça. Puis cette année-là, mais après mon premier camp d'entraînement, j'étais allé prendre des cours de boxe au Club Champion sur la rue Bélanger à Montréal. Puis c'était un monsieur qui s'appelait George Sherry qui avait le club de boxe. Je me rappelle tout le temps parce que quand Guy Lafleur a fait son retour au jeu, il s'est entraîné là-bas. Puis après ça, mais j'ai fait ça, puis j'ai passé mon petit chemin dans la Ligue américaine, puis dans la Ligue nationale après. Mais c'est une autre époque, là. Ouais. Mais moi, il fallait que je fasse ça pour rester dans la Ligue nationale, tu sais. Puis dans les rangs juniors, t'avais-tu à le faire aussi? Ma première année, oui, mais pas ma deuxième, troisième année, parce que j'avais beaucoup de points, puis je jouais en avantage numérique. Ça devait être quand même frustrant, ta première année, de devoir te battre. T'as quel âge? 16-17 ans? Ouais, 16-17 ans, ouais. C'est fou pareil. Ouais, mais surtout quand c'est l'entraîneur qui te tape en arrière pour aller te battre. Je me rappelle du temps, on joue contre les Olympiques de Hull, puis il y a un super bon joueur, mais en plus, il était très tough, là, il s'appelle Marc Saumier, mais Marc était plus petit, puis c'est un bon bagarreur, mais c'est un excellent joueur de hockey. Puis Mario m'a envoyé me battre avec, puis là, Marc, tu sais, moi, je jouais comme... C'est quoi t'as envoyé? Il fait juste te donner la tape, puis tu le sais? Ouais, tu le sais. Il m'a dit, va pogner Saumier. Puis là, je saute la patinoire, je m'en vais, puis là, tu sais, je jouais... À 17 ans, là, je jouais pas beaucoup, là, tu sais, je jouais peut-être 2-3 présences par période, puis là... Marc, il me regarde, tu sais, puis c'est un excellent joueur, il jouait tout le temps, tu sais. Il me regarde, je jette mes gants, il me regarde, il part à patiner, là, je suis comme dans le milieu de la glace, pas de gants, je ramasse mes gants, je retourne au banc. Non, c'est une autre époque, ça. Puis je sais que ton père parlait pas beaucoup, ils ont vécu ça comment, ta première année dans les rangs juniors?
Mais comme je te dis, ils n'ont pas vraiment... se sont jamais vraiment impliqués ou... ils m'ont pas dit quoi faire ou Non, ils mais me tu sais, laissaient tu vois aller. ton... Non, je ton sais, mais il m'a jamais ouais. rien dit, honnêtement. J'ai pas de souvenir qu'il me dit oui, non, c'est pas correct ou c'est correct, mais non. Parce que, tu sais, Kenzo, là, Il m'a dit fais qu'est-ce que tu as à faire. Là. disons que Kenzo joue à Granby, là, Ouais. puis que le coach, il dit va pogner Saumier, là. Le père, il est pas content, Tu là. dis présentement, Ouais. en 2026. Stéphane Quintal, il est pas sûr. très content, là. C'est sûr que ça arrivera pas, non. Ouais. Écoute, on va y aller avec les photos, ça va nous permettre, je pense qu'on Ouais. est chronologiquement, ça va nous... justement, on arrive à Boston. Ouais. Ça, c'est mon ami d'enfance. Patrick était avec moi là-bas. Il était descendu avec moi à Détroit pour le repêchage. Qui était là au repêchage? Il y avait ma sœur, mais on était comme... Bob Pernaut, c'était mon agent. Puis il y avait beaucoup de clients. Là. Il y avait... je pense que j'ai une photo avec... je ne sais pas si on va la voir après. Je l'avais envoyé aussi. Il y avait Stéphane Matteau. C'est ça. Stéphane Matteau, Daniel Marois, Yves Racine, Daniel Lacroix. Puis l'autre en arrière, c'est dessus. Je ne sais même pas c'est qui l'autre en arrière. Et c'est Bob qui était là. Puis, En tout cas, c'est quelqu'un qui a été repêché par ouais, les Rangers ouais. en 2000. Non, c'est ça. En 1980, excuse-moi. 87, ouais. Tu connais mon anecdote de repêchage? Non, mais j'en ai une, mais je ne sais pas si on aura le droit de la raconter. Pourquoi? Vas-y donc, toi, ton anecdote. Ben, c'est l'année où les Nordiques ont... Ah, OK. C'est ça que je n'osais pas t'en parler. OK, mais c'est l'année où les Nordiques ont échangé Dale Hunter à Washington. Et les Nordiques, c'est la seule équipe qui m'a passé en entrevue la soirée avant le repêchage. Moi, je suis certain que je m'en vais pour les Nordiques. En plus, ils repêchent 8e ou 10e. Puis, il y a Fogarty en premier, je pense. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis classé 10e, puis ils repêchent 8e. Puis, fait que les 8e, ils prennent Brian Fogarty. Puis c'est correct parce que, ben, je dis c'est correct, c'est mieux d'être correct parce qu'il a fini premier marqueur. Il a battu les records de Bobby Orr. Puis après ça, mais ils font l'échange. Puis là, il y a comme un 5-6 minutes où il ne se passe pas rien. Là, ils ont Washington, ils ont le choix de Washington qui repêche 15e. Fait que les Nordiques repêchent maintenant 15e. On est rendu à peu près en 11-12. Fait que tu t'en vas à Québec, toi, là. Mais moi, je suis certain que je m'en vais à Québec. Mais le Boston 14e prennent Stéphane Quintal. Puis là, 15e, un dénommé. Attends. Mais là, toi aussi, tu penses que les Nordiques, ils te voulaient, là. Ah oui, mais c'est la seule équipe qui me passait en entrevue, là. Fait que donc, au 15e rang, sans brûler le punch tout de suite, c'est le prix de consolation. Oui, absolument. C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas eu Stéphane Quintal. Ouais. Bon, ben on va prendre le prochain sur la liste. C'est ça. Puis c'est Joe Sakic. Mais un très bon choix. Je suis content que tu en ris. Je ne savais pas comment tu avais vécu oh my God, j'en ris. Quand je vois Joe Sakic, on rit ensemble de ça. OK, ben oui. j'osais pas trop. Voyons donc, arrête. Pas. Là, arrête. Ah oui? Je suis pas le premier, je suis pas le dernier qui va se faire repêcher avant quelqu'un qui a une longue carrière. Oui, quand même. Ouais. Mais là, Chris Pronger et Alexandre Daigle, on peut en parler aussi. Oui. Puis là, tu sors à Boston. Ouais. C'est quoi dans ta tête, là? Boum! Tout est comme, non. Boston va. Honnêtement, j'étais content. J'étais content parce que je savais que leur style de jeu. Non, j'étais content d'aller à Boston. Surtout que mon idole, c'est Raymond Bourque. Donc, d'aller jouer là-bas puis d'avoir Raymond comme mentor, c'est sûr que. Là, tu n'as pas dit à Joe Sakic que le monde ne se rappelle pas qui est repêché 15e. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Référence au repêchage de Pronger. Et là, tu arrives à Boston. Parle-moi donc de ton premier, justement, là, le premier camp d'entraînement, tu as dû avoir un choc? Bien, premièrement, c'est la raison principale, parce que je parle pas un mot anglais. Là. J'ai grandi à Boucherville, mais mes cours d'anglais, c'était plus ou moins... Puis tu travailles dans la NHL aujourd'hui. Ouais, c'est fou. Hein? Ouais. Puis, je suis arrivé là-bas. Mon premier camp d'entraînement, c'était quand même difficile. Je pense qu'il y avait plusieurs Québécois qui étaient là, mais... Est-ce que je peux compter l'anecdote avec ma mère quand elle m'a demandé... S'il te plaît. mon premier camp d'entraînement, je reviens à la maison, puis elle me dit... puis, comment ça a été ton camp d'entraînement? Je dis, ça a bien été, tout ça. Tu sais, elle ne me demande pas sur la patinoire. Elle dit, t'as-tu bien mangé? La première question qu'elle me pose, c'est si j'ai bien mangé.
Fait que j'ai mangé du same thing. Fait que là, elle dit, c'est quoi ça, du same thing? Ben, c'est parce que, vu que je parlais pas anglais, je faisais semblant de regarder le menu puis de comprendre. Puis là, je fermais ça avec assurance, puis je disais same thing. Fait que je commandais toujours qu'est-ce que la personne à côté de moi. Ouais. Mais là, quand même, hamburger, ou ça doit pas être... Non, mais je comprends. c'est OK. c'est juste, par un point, mon anglais n'était pas à point. Tu as mangé pas mal de same thing en Ouais, début de c'est ça. carrière. Puis c'est là que tu as commencé à... T'es-tu battu? Je m'excuse, mais il faut que je te parle quand même de ça parce que ça a marqué ton début de carrière aussi. Oui, ton oui, mon orientation premier de camp joueur, là. d'entraînement, oui, parce que je me rappelle, tu sais, je me suis battu contre, justement, il y avait, on jouait contre les Nordiques, puis il y avait Darren Campbell qui était là, je pense qu'il avait enlevé la place à Gordon Lee, puis je me suis battu contre lui. Après ça, contre Tony Twist, qui jouait pour les Nordiques aussi. J'ai commencé au début, oui, c'est ça. Je me dis, tant qu'à aller, juste y aller. Puis là, on t'a fait quand même comprendre que c'était ça qu'il fallait que tu fasses, là. Ben, ils m'ont retourné dans les mineurs. L'entraîneur à Boston était Terry O'Reilly et l'entraîneur dans les américaines, on jouait pour les Maine Mariners, était Mike Milbury. Deux toughs. Fait que c'était... Tu sais, Mike me l'avait dit clairement, il dit, si tu veux jouer à Boston, il faut que tu joues robuste. Sinon, tu ne seras pas rappelé. Robuste. Ouais, robuste. Je ne veux pas dire le mot qu'est-ce qu'il me dit, là, mais robuste, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui dorment mal la veille quand il y a des durs de l'autre côté. C'est sûr. C'est sûr. Tu vivais ça comment? Même chose. Une mal de ventre. Ouais. Surtout quand je le savais, parce que pendant plusieurs années à Montréal, on n'avait pas personne. Puis les gars me regardaient pour faire ce travail-là. Puis, tu sais, quand même, si tu regardes ma carrière, tu sais, en moyenne, je joue, mettons, 20 minutes par match, là. Puis, je sais que s'il y a un tough là, de l'autre côté, puis un tour qui part après Saku Koivu, mais je suis le seul qui est capable de le faire. T'sais. Fait que ça, j'aimais ça le faire en première période. Après ça, c'était fini, puis je jouais le restant du match. Tandis que les gars contre qui je me battais, je prends à Rob Ray à Buffalo, mais tu sais, la vaseline dans le visage, il attend juste ça, que son rôle, c'est ça. Mais moi, quand même, il faut que je joue mon match. C'est ça que je trouvais difficile, c'est pour ça que j'aimais ça faire ça en première période. Après ça, mais j'étais débarrassé. Le stress, il y a un stress qui partait. Là. Absolument. Je savais qu'au début de ma carrière, quand je jouais contre Probert, je me suis battu 5 fois contre lui. Là. C'est la soirée avant, là, on est au restaurant à Détroit, puis j'avais toute la nuit, j'y pensais, là, c'est sûr. Je pense que toutes les... Peut-être pas Georges parce qu'il était très bon dans ce qu'il faisait, puis il avait très confiance, mais moi, j'avais comme un autre rôle aussi. Là. Ton same thing, il passait un peu moins bien. Ça. Là, hein? Puis t'as-tu eu une seconde, ne serait-ce qu'une seconde, de dire c'est pas ma vie, ça? Non, c'est arrivé à la fin. Parce que, honnêtement, plus à la fin de ma carrière, je trouvais ça plus difficile, mais pendant ma carrière, pas que j'aimais ça, mais je me sentais valorisé en faisant ça parce que je voyais que les gars m'appréciaient plus, puis vu que j'étais un gars qui est un peu soupe au lait, un peu manque de confiance, mais des fois, ça m'aidait dans ça. Je trouvais que je contribuais à l'équipe, puis j'aidais les gars, puis les gars se sentaient en sécurité quand j'étais là. Ça me valorisait beaucoup. Là. OK. Prochaine photo. Ouais. C'est tellement drôle parce que c'était une soirée extraordinaire. Puis là, dernièrement, c'est les 30 ans de la fermeture du forum. Là, j'appelle aux Canadiens pour savoir s'il y a des photos de moi. T'sais. C'est la seule photo qu'on a trouvée. T'es là quand même. Non, je suis là. C'est correct, mais je me rappellerai tout le temps quand M. Richard est sorti de la glace, j'étais juste à côté de lui. Puis, non, ça a été une soirée mémorable. Surtout pour un petit gars de Boucherville qui est allé une fois au forum dans sa vie parce que son père voulait changer les fenêtres de la maison, puis le vendeur de fenêtres nous avait offert des billets, puis j'avais été voir les Whalers de Hartford contre les Canadiens de Montréal, puis il y avait un joueur qui s'appelait Ray Newfield qui jouait pour... puis tu vois tellement immense sur la patinoire, puis après ça, quand je suis arrivé dans les Maine Mariners, il jouait, il était en fin de carrière, il jouait là-bas, puis
c'était un born again Christian, puis à Noël, il m'avait offert une Bible avec avec mon nom dedans. Ah oui? Que j'ai dit, ben, je suis allé une fois dans ma vie au Forum avant de jouer mon premier match là-bas. OK. Fait que c'était pas la même chose que Brendan Shanahan, là, quand il était arrivé Non, dans la ligue. non, quand On il avait a-tu le demandé droit de la... l'autographe On à... a-tu le droit de la compter, celle-là? Elle est bonne. Ouais, c'est bon. Raconte-nous donc ça. Mais c'était... je pense que Brandon, je sais pas, il devait peut-être avoir 11-12 ans, puis Rick Vive, il jouait... l'été, il patinait pas loin de... dans un aréna pas loin de où Brandon était. Puis il est allé voir, puis il a dit « Monsieur Vive, est-ce que je peux avoir votre signature? » Puis il prend le papier, il donne, puis il le regarde quasiment pas, puis il dit « Ah, tu peux-tu le mettre au nom de mon frère? » Puis finalement, mais puis il fait ça de même, puis il est retourné chez eux, puis il avait les larmes aux yeux, puis je pense à 18 ans, quand il joue pour New Jersey. New Jersey joue contre Buffalo. À mise au jeu, mais il était à côté de Rick Vive, puis il a sauté sur Rick Vive. Il sacrait une volée. Comme 6-7 ans après. Puis là, après le match, il y a quelqu'un, Rick Vive a demandé à quelqu'un de New Jersey pourquoi il a fait ça, mais puis Brandon avait raconté l'histoire à ses coéquipiers. C'était bien drôle. Évidemment, tu as commencé à Boston, Saint-Louis, ouais. Dans l'ordre, Winnipeg. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comment tu apprends que tu t'en vas chez le Canadien de Montréal? Ben je pense que c'était durant l'été. Je pense que c'est au repêchage. 95, si ma mémoire est 95, bonne. ouais, que Serge Savard a fait l'échange. Puis c'est drôle parce que j'ai vu M. Savard l'autre jour dans le Salon des Anciens, puis il me disait que ça faisait 1 an qu'il essayait de m'échanger, puis Winnipeg ne voulait pas à ce moment-là. Puis finalement, ils ont décidé de m'échanger au repêchage de 95. Là. Comment tu as réagi? Oh my God, c'était la plus belle journée de ma vie. Là. C'était surtout de... J'avais une grande admiration pour Serge Savard, comme joueur puis comme directeur général. Puis non, c'était vraiment fantastique. Là. J'ai adoré mes années à Montréal. C'était super. Puis le chandail, j'imagine, tout le Ouais, monde nous raconte chandail. quand Puis tu en mets le plus, chandail. je me rappelle plus quel choix qu'il m'avait donné comme numéro, mais pour moi, le numéro 5 avec Guy Lapointe, c'était important pour moi que j'ai ce numéro-là. Puis je trouve que ce numéro 5, c'était un beau numéro. Puis là, tu te dis, le Canadien a gagné la Coupe Stanley 2 ans plus tôt. Serge Savard est bien en selle. On a encore des bons joueurs. Ouais, Mark tout va Recchi, Pierre Turgeon, tout Vincent va bien. D'Anfous. Ouais. 4 matchs après le début de la saison. Bam! Ouais. Non, c'était... Serge Savard congédié. Jacques Demers tassé. Pas d'entraîneur pendant une coupe de matchs. Et arrive Régent Houle, Mario Tremblay. Écoute, puis quelques mois plus tard, Patrick Roy échangé. Ouais. Tu Non, t'attendais c'était pas une à année vivre ça? mouvementée. Non, c'était une année mouvementée. Puis, honnêtement, non. Je pense qu'il y avait tellement de nouveaux joueurs, je pense que ça aurait pris un peu de temps avant que tout le monde gèle ensemble, puis que... Parce qu'il y avait... On était beaucoup qui arrivaient cette année-là, ou qui est arrivé juste l'année du lockout avant, en 94. Mais je pense que si on avait eu un peu de temps, on avait une super bonne équipe, là. On avait une très bonne équipe. T'avais-tu eu le temps de faire connaissance un peu avec Patrick? Ben, Patrick m'a fait vraiment une faveur, parce que, ben, pas une faveur, mais il était venu à mon tournoi de golf à Boucherville que je faisais depuis plusieurs années, puis il ne me connaissait pas, dans le fond, je venais d'être échangé là-bas. Fait que c'est Patrick Roy en 95, là, c'est la vedette, là. Puis non, il était venu à mon tournoi, puis j'ai trouvé ça vraiment gentil de sa part, là. T'as-tu, en quelque part, avec le recul, trouvé ça dommage, cette période-là, d'instabilité? Penses-tu que tu as eu une belle carrière avec le Canadien, tu as eu des beaux moments, tu as été un leader, tu as été assistant, mais si ce noyau-là était resté en place? Moi, je pense qu'on aurait eu du succès, oui, absolument. Puis je blâme pas Régent Houle, puis Mario, puis tout ça. Je pense que la décision qui a été prise de changer tout ce monde-là, de mettre des gens pas d'expérience, je pense que c'est ça qui a été l'erreur. Ça. Là, il y a eu une période quand même, tu as joué quoi? 7-8 ans? Tu as eu plusieurs années à Montréal. J'ai fait deux ouais. Là, tu deviens joueur autonome. Ouais.
Tu signes avec les Rangers de New York. Oui. Ouais, là, on va commencer par le début. OK. Étais-tu vraiment déchiré ou c'était dans ta tête, je vais à New York parce que je veux juste J'étais que tu déchiré. me parles oui. du chandail. J'étais déchiré parce que quand on négociait avec Régent Hull, puis j'avais changé d'agent, j'avais maintenant Pat Brisson, on dirait que c'était tout le temps, on sait qu'il va signer à Montréal. Puis j'étais tout le temps, OK, on va signer lui, on va signer avant. Puis il me mettait tout le temps un peu, tu sais, ils m'ont pas pris pour acquis, là, mais... Un peu. Puis, l'année avant que je tombe agent libre, je suis allé au championnat du monde de hockey, je joue pour Équipe Canada, puis là, Adam Graves, il dit, viens à New York. Rob Blake, il vient à Los Angeles. C'est la première fois de ma carrière où je sens que je suis un peu désiré à gauche pas à droite. T'sais. Et comme joueur. Hein? Comme joueur. Oui, comme joueur. Pas juste comme moi. Non, puis là, c'est là. Tu sais, dans la chambre, il y a des gars que j'admire comme joueurs de hockey, puis là, ils sont là, puis hey, viens jouer là, viens jouer là. Je dis, il y a de l'intérêt, tu sais. Et Pat, sûrement, te vante Los Angeles et New York. Oui, absolument. Puis il y a Washington aussi qui était. Il y avait une dizaine d'équipes qui voulaient acquérir mes services. Puis là, finalement, mais. New York t'offre un gros contrat pour l'époque. Oui, l'époque. un gros contrat, beaucoup plus que Montréal m'offrait. Ouais. Fait que puis, je sais pas, Régent, puis après ça, on s'est reparlé de ces Régents à moi plusieurs années après. Puis je comprends que je ne savais pas que financièrement, ça n'allait pas super bien, l'équipe, la famille Monson, tout ça. Je ne savais pas. Mais, tu sais, la différence qu'il m'offrait, c'était, tu sais, je ne pouvais pas dire, oui, j'aurais pu dire non à ça, mais c'était vraiment, surtout après avoir vécu, tu sais, le championnat du monde de hockey, puis le fait que tout le monde m'appelait, c'est ça. Puis quand, tu sais, je vais toujours raconter ça, quand j'ai mis le chandail des Rangers, je me disais, OK. En conférence de presse. Ouais, c'est ça. Puis il y avait, je pense qu'il y avait Valérie Kaminski, Sylvain Lefebvre, moi, Théo Fleury. Je pense qu'on était 4 ou 5, là. Puis je disais, OK. Puis je me rappelle, on s'en va, notre premier voyage. Attends, tu mets le chandail, là, je veux que tu... Ben, c'était pas pareil, là. Je me suis dit, Colin, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui? Ouais. C'est fou pareil, là. Ouais. Puis mais je sais pas, j'ai peut-être été trop émotif ou je sais pas si puis peut-être que Régent non plus n'aurait pas fait l'offre que les Rangers avaient fait aussi parce qu'il y avait des contraintes de budget aussi, je sais pas. Mais puis c'est là que tu t'es mis à rêver un retour à Montréal depuis quasiment le début. Ouais, non, ça a quand même bien débuté avec les Rangers parce que je jouais avec Brian Leach, puis après ça, mais là, John McClure m'appelle dans son bureau, puis il me dit, tu sais que moi, je ne l'ai pas te signer, mais c'est Neil Smith qui voulait te signer. Ah, oui. En me disant ça, j'étais là, OK, wow, ça passe C'est super fin, bien, ouais. c'est le fun. Fait que c'était une année tough. Après ça, ils m'ont... à la fin de l'année. Ils ont fait un peu de... J'avais une clause de non-échange dans mon contrat, mais ils m'ont mis sur le balotage, puis ils ont comme contourné la loi des... Ben, parce que tu avais donné une entrevue à un journaliste de Montréal. Oui, c'est ça. Ouais. Puis à l'époque, il n'y avait pas Internet et tout ça. On pensait que ça resterait au Québec. Puis tu avais dit... Ouais, je suis pas sûr que j'ai fait la bonne chose en signant avec les Rangers. Puis là, ils l'ont su. Ouais. J'en suis encore désolé. Puis là, ils t'ont suspendu. Ils m'ont suspendu, oui. Ouais. Puis après ça, mais Glenn Sater est arrivé en place, puis il m'a dit fais un don à la Fondation des Rangers. Puis il dit, je sais pas comment on dit, clean slate en français. On part à neuf. Puis là, Marc Messier est arrivé cette année-là, puis au camp d'entraînement. À la fin du camp d'entraînement, ils me mettent au balotage pour contourner ma clause de non-échange. Et Mike Smith, qui est le directeur général à Chicago, fait l'échange pour moi. Je m'en vais là-bas. Mais Mike était super correct. Il dit, donne-moi un an. Puis d'ici, après un an, ça ne te tente pas d'être ici. Tu vas retourner à Montréal. Je vais tout faire pour que tu sois rééchangé à Montréal. Il savait que tu voulais retourner à Montréal. Oui, j'avais dit, oui. Wow. Ouais. OK. Fait que tu as eu le cœur brisé pareil. Oui. Puis c'était une longue saison aussi à Chicago. Là.
Parce Là- que mon cœur était ici, moi, à Montréal. Ouais. Donc, Fait- tu sais, même je ne sais pas souvent en parler, mais même après quand Bob Gainey n'a pas renouvelé mon contrat, puis j'ai été échangé à Los Angeles, tu sais, j'avais juste une place où je voulais jouer, là. C'est pour ça que tu n'es pas allé aussi, entre autres. Ouais. On va aller avec la prochaine. La classique hivernale. C'est tellement drôle, ça, parce que il faisait vraiment froid, puis c'est le premier match extérieur de la Ligue nationale, de l'histoire de la Ligue nationale. Puis je me rappellerai tout le temps, avant le match, il y a Colin Campbell de la Ligue nationale et Bob Goodenow. Il y a Saku Koivu, moi. Puis je suis pas sûr, c'est peut-être Jason Smith qui est le capitaine des Oilers, puis son assistant capitaine qui était là. Puis dans le contrat, moi, je n'avais aucune idée que si c'était moins 20 et moins, comme c'était moins 21, moins 22, on pouvait annuler le match. Puis ça commençait parce que c'était tard en soirée. Et l'après-midi, il y avait un match des anciens avec Guy Lafleur et tout ça. Puis il y a comme, je me trompe pas, il y a 50, 60 000 personnes dans les estrades. Puis il demande est-ce que vous voulez jouer le match? Puis là, on se regarde, là, tout le monde, voyons donc, on va annuler le match. Tu sais, toutes les légendes viennent de jouer, puis nous, on va dire on joue pas, on joue pas, tu sais. Non, c'était vraiment un super souvenir. Faisait-tu si froid que ça? Il faisait vraiment froid. Ouais, on avait des chaufferettes sur le banc, mais quand même. Là, tu gèles-tu, là? Non, ça, on gèle pas, là, mais c'est juste le bout de tes doigts. Tu sais, t'as assez joué au hockey dehors. Là. Ouais. Mais c'était tellement un beau souvenir. Là. Et le prochain, il va y avoir un bâton. Ah non, Luc Robitaille. Bon, ça, c'est mon travail avec National présentement. Là, c'est ça. Justement, parlons-en. T'envisageais quoi, toi, à l'époque où tu jouais, là? Parce que je sais que tu avais beaucoup d'admiration pour Serge Savard aussi. Mhm. Est-ce que tu te voyais directeur général? Est-ce que tu te voyais en affaires? Est-ce que tu te voyais travailler pour la Ligue nationale? Peut-être pas. Oui, directeur général, travailler dans une organisation, oui. Mais quand je suis arrivé à la Ligue avec Brendan Shanahan en 2011... comment ça s'est d'abord, là, par étapes, là? Comment ça s'est arrivé? En 2010, je pense que Brendan a fini en 2009. En 2010, il a commencé à travailler avec la Ligue. Et Gary Bettman songeait à mettre sur pied un comité de la sécurité des joueurs. Puis Brendan avait commencé à travailler à la Ligue. Il avait demandé de faire plusieurs départements pour voir qu'est-ce qu'il avait envie de faire. Mais il dit, je vais partir un département de la sécurité des joueurs. Puis il dit, j'aimerais ça que tu sois en charge de ça. Fait que c'est en 2010 qu'il a fait ça. Et en 2011, il a annoncé ce comité-là. Puis en 2010, Boston jouait contre Montréal en série. Puis Brendan m'a appelé. Puis parce qu'on est restés quand même proches un et l'autre. Puis vous avez développé votre amitié à Saint-Louis? À Saint-Louis, oui. Okay. Quand on a joué ensemble à Saint-Louis, puis on est toujours restés amis après. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été... Je sais pas, on se ressemble beaucoup, lui et moi. Il y avait son abonnement au TNM, lui aussi? Non, mais c'est un gars de curieux puis qui aime voyager aussi. Puis là, on était allés super ensemble, puis il me disait hey, je vais partir du département de la sécurité des joueurs. Et j'ai approché Rob Blake qui est intéressé. Je sais pas ce que ça va nous mener. Je sais pas, tu sais, on va former ça. Puis finalement, j'étais allé avec lui. Et c'est là que j'ai vu le travail des directeurs généraux parce que c'est avec eux on fait affaire. Puis là, je me suis dit, OK, si jamais c'était mon rôle de faire ça, ou j'avais envisagé de faire ça, il faut que je commence. Moi, je crois beaucoup qu'il faut que tu commences à la base. Puis j'ai dit, il faudrait que je sois comme assistant directeur général. Après ça, tranquillement, faire ça pendant 2-3 ans, puis après ça, apprendre le travail, puis peut-être un jour être directeur général. Puis finalement, après 3 ans, Brendan s'en va à Toronto, puis là, il me demande de prendre la place à Brendan. Rob Blake part à Los Angeles. On s'était déjà parlé en disant que s'il partait à Los Angeles, peut-être que j'irais travailler avec lui. J'ai décidé d'aller à la Ligue. Puis là, après ça, j'ai bien vu que le côté affaires m'intéressait beaucoup et le côté hockey. Mais juste faire le hockey, ça... Pas que j'aime pas ça, mais j'aimais autant... Comme Luc Robitaille et Brendan Shanahan, président de Hockey Operation, où tu touches un peu à tout, ça m'intéressait. Puis après ça, j'ai commencé à la Ligue. J'ai été en charge du comité pendant quasiment 4 ans.
Puis là, ben, Pourquoi t'as quitté? Là, c'est Josh Paras. Pourquoi c'est toi qui as quitté? Ouais, parce que quand je suis arrivé à ma 4e année, ils m'ont dit il va falloir que tu déménages parce que j'avais la garde partagée de mes enfants. À chaque lundi, je revenais à Montréal ou je repartais pour New York. Puis que j'ai décidé de... Ils m'ont dit, si tu t'en viens ici, si tu continues dans le travail que tu fais présentement, ça va être plus facile si tu es ici à plein temps. Il faut que tu prennes un appartement à New York, mais tu ne retournes pas à Montréal à chaque semaine. Puis j'ai dit non. J'ai dit que... Mais j'ai dit, ça faisait 1 an et demi, 2 ans, j'avais engagé George, puis c'est un gars brillant, c'est un travaillant, puis j'ai dit, mais je vais rester avec lui, puis depuis ce temps-là qu'on est ensemble, puis ça a fait bien mon affaire, là. Puis là, c'est quoi ton rôle? Parce que tu as un rôle quand même varié. Ouais, ben, un rôle varié. Mon travail de tous les jours, de tous les soirs, c'est... je donne mon opinion à chaque fois qu'il y a un jeu, je donne mon opinion à Georges. Puis avant de prendre une décision, il me consulte tout le temps. L'autre soir, on a un incident avec Jimmy Ben. Il m'a appelé à minuit et demi, 1h moins quart. J'ai eu le vidéo. Moi, j'ai dit qu'est-ce que j'en pensais. J'aurais donné 2 matchs, là, mais bon. Puis, ben, c'est ça mon rôle, mais j'ai plus la décision finale comme j'ai eu pendant 4 ans. C'est Georges qui prend la décision finale, mais il me consulte tout le temps. Et aussi, nous, on s'occupait du match des étoiles, tous les concours d'habileté, tout ça. Je suis sur le comité des commotions cérébrales. On se rencontre 4 fois par année, comité d'équipement. Fait que j'ai tous ces comités-là encore que je fais. La seule chose, c'est que c'est pour moi que le dernier mot pour la suspension. C'est Georges. OK. Ouais. Mais tu sais, c'est sur le comité des commotions cérébrales. Tu as un peu les mains liées aussi par... Écoute, je ne vais peut-être pas t'embarquer là-dedans non plus, là, parce que tu travailles dans la Ligue nationale, mais tu sais, ça change énormément la Ligue nationale, mais il y a encore une culture qui reste. Par rapport à quoi? Par rapport au coût. Ben, je vais donner un exemple, là, puis je ne vais pas te mettre sur le spot. Disons que tu perds ton casque, il faut que tu rentres au banc. Tu te bats, tu perds ton casque, il n'y a pas de problème. Fait qu'il y a encore des relents de cette culture-là qui fait qu'il y a certains illogismes. Fait que c'est dans ce sens-là que je dis que tu as un peu les mains liées aussi. Mais tu sais, on ne fait pas cette entrevue-là pour te mettre sur le spot par rapport à la Ligue nationale. Fait que c'est juste mon OK, avis à moi. Je comprends ton point. Ouais, je comprends, c'est un bon point. Fait que c'est ça. Okay. C'est là que je te dis que tu as un peu mais les souvent, mains c'est pas juste, tu parles de la Ligue nationale, mais c'est pas juste la Ligue nationale, c'est l'association des joueurs aussi. Oui. C'est les deux ensemble qui font font des règlements. Mais tu vois, là, c'est bien que tu t'en parles. Mais c'est ça, c'est la culture. C'est comme les casques dans les échauffements. Tout le monde doit avoir un casque, mais il y en a encore qui n'en portent pas. Ben, quand je te parlais de la culture, c'est pas nécessairement de la culture de la Ligue nationale, mais de la culture du hockey. Je comprends. Puis je pense que toi... Mais je pense que ça a beaucoup, beaucoup changé. Là. Oui, puis tu as fait beaucoup aussi pour faire évoluer ça aussi, parce que tu as une crédibilité, parce que tu as été au cœur de ça aussi. Ouais. Puis mais le hockey, ce que je trouve, je ne sais pas pour toi, mais je trouve que le hockey présentement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer à part des petits changements, mais le hockey est excellent présentement. C'est vraiment beau, là. Moi, je pense c'est rapide, c'est robuste. Non, je suis d'accord. Je ferais juste un petit peu plus pour essayer de protéger le cerveau des joueurs. Ça s'est amélioré. Mais il y a encore un manque de respect qui fait que tu vas souffrir éventuellement de problèmes au cerveau à cause de ce manque de respect. On respecte les règles, mais tu sais, une mise en échec en angle, blindside, comme on dit, dans un angle mort, c'est permis, mais c'est un manque de respect aussi. Tu sais que tu vas blesser le gars. Mais ça, c'est pas de ta responsabilité à toi. Mais je sais que tu as fait beaucoup de trucs. Pour la prévention aussi avec les jeunes, ça, c'est un mais la mise en échec de Cleveland là, sur Ottawa contre la Caroline. Là. Taylor Hall. Non. Non? La super bonne mise en échec à ligne bleue. Là. Sur Nikishin? Oui, Nikishin. Ouais. Est-ce que c'est blindside, ça? Non. Ben, il a la tête entre tes deux jambes. Oui. Mais tu vois, Jake Sanderson, la mise en échec de Taylor Hall, je te dis pas que c'était borderline règle, mais Taylor Hall, il sait qu'est-ce qu'il va faire. Oui, mais il ne change pas sa position. Il est en ligne droite. Jake Sanderson,
OK. il Ben, se c'est ça penche pour aussi. jouer la rondelle. Mais c'est Tu sais, ça aussi c'est- qui Tu sais, il y a des fois des joueurs qui se mettent dans des positions Ouais. vulnérables aussi. Ouais. Là. c'est ça que puis nous on C'est le dur voit de changer dans la seconde, changer Ouais. ta direction. Là. ben, parce que nous on le voit au ralenti, C'est ça. mais en vitesse réelle sur Ouais, la glace, c'est ouais. difficile. Puis ça doit être une de tes parties frustrantes aussi d'expliquer au monde, non mais Oui, regardez. parce que moi, je le regarde avec, tu sais, on a 15 caméras, Ouais. on regarde toutes les reprises, tu sais, puis, tu sais, c'est séquence par séquence, c'est stop, 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 je, Ouais. je regarde tout le temps, là, je vois Sanderson, puis là, je regarde Hall, tu sais, pour moi, c'est Jake qui s'est mis dans une position comme ça, tu sais. Ouais. Mais je comprends, tu sais, je comprends les deux côtés, Ouais. mais j'aime ça argumenter avec quelqu'un qui a fait le même travail que moi, qui a mis autant d'efforts. C'est sûr. C'est pour ça que je parle pas beaucoup à... Tu sais, il y a juste certains journalistes avec qui je parle à Montréal par rapport à ça, parce que je sais qu'ils ont fait leur travail, tu sais. Tu sais, je parle souvent avec François Gagnon. François, c'est un travaillant, c'est un gars qui va s'informer, c'est le fun de parler avec lui parce que... Puis on n'est pas tout le temps d'accord, mais je dis mon point de vue, il me dit son point de vue, puis that's it, tu sais, c'est le fun de pouvoir argumenter comme ça, là. C'est jamais blanc et noir, notre travail. Ah tu sais, non, c'est ça. très compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Tu te vois où dans 5-10 ans? Oui, à la Ligue. Oui? Ouais. Tu restes là, puis Ouais. t'es bien, Je t'es suis super heureux. bien, oui. Vraiment. OK. Vraiment. Tu veux, comme dans le fond, terminer ta carrière à la Oui, Ligue nationale. moi j'aimerais ça, oui. Tu veux-tu Non, je faire t'aime. autre chose là ou ton rôle actuel te plaît? Mon rôle actuel me plaît. Je suis Qu'est-ce que vraiment t'aimes? content. Ben, je suis vraiment privilégié, Mathias. Tu sais, je regarde des matchs à chaque soir. Puis j'adore regarder le hockey. Je travaille avec des gens qui sont formidables. On a, juste pour expliquer un peu la différence entre New York et Toronto, pour les gens qui ne sont pas Ouais. vraiment... Toronto, c'est pour les buts accordés, refusés, challenge de l'entraîneur, tout ça. Nous, à New York, on a les spotters. Comment on dit ça en français? Oui. Les pisteurs, je sais pas, je suis pas sûr. En tout cas, les spotters sont dans notre salle à New York. Si jamais un joueur reçoit un coup, mais c'est nous autres qui va appeler le banc pour que ce soit discrétionnaire ou obligatoire pour sortir. C'est des physios qui sont dans notre salle à New York. Fait que nous, on est environ 25 dans le bureau là-bas. 25? Oui, parce que il y a des soirs, là, il y a des samedis, il y a des 15 matchs. Là. Fait que vous êtes une coupe par match, c'est ça? Oui, puis Toronto aussi, qui ont les mêmes angles de caméra que nous, mais ils regardent pour des choses différentes. Là. Donc, c'est difficile quand quelqu'un qui va faire ça avec la bouteille d'eau, un coup de bâton sur le banc, ou Jack Hag qui fait des niaiseries à la ligne rouge durant le warm-up. Il y a des caméras partout maintenant. Ah oui, hein, tu veux plus te cacher. Je dis ça parce que je l'ai vu hier, là, c'est pas ça. Quoi? Non, mais Jack Hag est à la ligne bleue, puis il a enlevé la rondelle au défenseur. Là, en tout cas, c'est pas grave, mais je dis que durant l'échauffement, partout, il y a des caméras. Okay. Que les gars ne peuvent pas vraiment s'en sortir. Là. Mais non, fait que c'est ça. À New York, c'est vraiment ça. On regarde pour des choses différentes. Avant, les joueurs, pas les joueurs, mais les personnes qui regardaient les matchs, qui travaillent avec moi, pouvaient mettre ça sur pause, aller aux toilettes, puis revenir. Mais maintenant, on est live tout le temps parce que ça va être nos gars qui vont dire au physio « Hey, regarde là », puis il va contacter le spotter au Centre Bell. Les deux vont se parler, puis après ça, on va sortir le joueur là-bas. OK. Puis toi, tu peux faire ça à distance également, là? Ben moi, je reçois tous les clips après. On a un superviseur qui est là, il reçoit tous les clips. Puis après ça, moi, je ne me couche pas avant 1h30 du matin, tant que les matchs ne sont pas tous terminés. Ah oui, hein? Puis souvent, on va se parler je vais parler à George après tous les matchs sont terminés, parce que, surtout durant la série, il faut qu'on prenne une décision soi-même. Mais tu n'as pas besoin d'être live tout le temps. Le seul temps où Hockey Operation et Player Safety sont dans le building, c'est la finale de Coupe Stanley. OK. Nous, tout le monde là sur place. Mais à part de ça, durant tous les rondes des séries, les gars sont un peu partout. Là. Hey, merci. Très, très, très merci. Passionnant et instructif. Hein? Ben oui. Je vais te retenir pour nos abonnés chaosport.tv. Quelques petites questions à Stéphane Amboni.
Un être humain avec qui tu passerais une soirée. À la maison de Mario, Michael Jordan était là. J'ai figé, tu sais, j'ai un regret parce que j'aurais aimé ça qu'on avait un verre de vin avec lui puis jaser, mais j'étais pas capable. Faut que tu vives ailleurs qu'en Amérique du Nord. Quelle ville t'habites? Cape Town, en Afrique du Sud. Ah oui? J'ai trouvé ce ville-là fantastique. Ton film ou ta série préférée? Shawshank Redemption. Ça, t'avais dit ça dans le temps que tu jouais. Ah, mais aussi. c'est encore mon film. Il n'y en a pas eu de Mais là, meilleure mais depuis ce temps-là. On joue aux cartes avec les coachs. Ouais. À un moment donné, il pitch son jeu, il dit. C'est comme mon maudit club, ça.